Antoine Brunet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici pour nous présenter l'ouvrage que vous avez coécrit avec Jean-Paul Guichard, La visée hégémonique de la Chine, sous-titré L'impérialisme économique. Alors, 4 ans après la parution de cet ouvrage, est-il toujours d'actualité? Oui, je crois que le moment est très intéressant pour en tirer le bilan. Notre bilan, c'est que notre livre s'est avéré en définitive assez remarquablement prémonitoire. Je vous propose de reprendre les multiples critiques qui nous ont été adressées au moment où notre livre est sorti et de les prendre une par une. La première, c'était, on me disait, vous dites que la Chine est totalitaire, ce n'est pas le cas. Eh bien, depuis lors, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la justice en Chine restait plus que jamais inféodée au Parti communiste chinois. On a vu que Google avait été exclu de l'Internet chinois au bénéfice de Baidu, qui lui-même est sous le contrôle du Parti communiste. Et Baidu a fait en sorte que les internautes chinois ne puissent même pas s'informer sur l'Internet des événements très importants qui ont eu lieu récemment à Hong Kong. Enfin, au lieu d'avoir une démocratisation du Parti communiste chinois, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une concentration du pouvoir actuellement autour de M. Xi Jinping au sein du Parti communiste chinois. Donc les choses n'évoluent pas du tout dans le sens que l'on voulait nous indiquer. Deuxième critique, c'était la Chine ne cherche pas l'hégémonie. Eh bien, il y a une réponse que nous a donnée l'actualité récente, c'est que depuis 2011, la Chine revendique la pleine souveraineté sur la mer de Chine du Sud et sur la mer de Chine de l'Est, deux mers dont la superficie totale est le double de la mer Méditerranée. Eh bien, la Chine revendique la pleine souveraineté, c'est-à-dire qu'elle revendique en particulier que seule sa flotte de guerre puisse patrouiller dans cet espace maritime, ce qui est une prétention extraordinaire. Et c'est un petit peu comme si la Turquie revendiquait que seule sa flotte de guerre puisse patrouiller dans la mer Méditerranée. Alors que dans la mer Méditerranée circule la flotte russe, la flotte chinoise, toutes les flottes du monde peuvent y patrouiller. Quel est l'argument invoqué par la Chine? La loi du plus fort. Nous sommes plus gros que vous et nous vous imposons la souveraineté sur ces deux mers. Donc si ça, ce n'est pas l'indication d'un comportement hégémonique, qu'est-ce que c'est? Troisième contestation, c'était vous avez tort de vous inquiéter du développement économique. Le développement économique va enclencher un mouvement démocratique en Chine. On voit que ce n'est toujours pas le cas. Ça fait maintenant 4 ans, depuis que notre livre est sorti, la Chine a maintenu une croissance selon les années entre 7 et 10%, et on n'a vu aucune indication de démocratisation en conséquence de cette croissance. Qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est ce que nous indiquions dans notre livre. La croissance très forte bénéficie principalement à la fraction supérieure de la population chinoise, et il y a une large coïncidence entre cette fraction sociale supérieure et les 85 millions de membres du Parti communiste chinois. Quant au reste de la population, elle reste complètement atomisée, comme c'est le cas dans tous les pays totalitaires. Elle est incapable d'organiser des contre-pouvoirs significatifs au Parti communiste chinois. Quatrième contestation qui nous était adressée, vous avez tort, nous disait-on, de prétendre que la Chine, que la crise vient de la Chine. Et on nous objectait, vous négligez qu'en réalité la crise des pays occidentaux vient de leurs finances. Eh bien en fait, 4 ans plus tard, la crise financière est largement résolue. On nous fait des stress tests qui nous disent que tout va bien pour les banques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, et pourtant la crise se maintient. Donc ça montre bien qu'au-delà de la question financière, il y a un facteur récurrent, rémanent de crise qui demeure, et ce facteur, c'est selon nous celui que l'on avait invoqué, à savoir que la Chine, en nous imposant ces excédents commerciaux énormes, qui sont des déficits commerciaux énormes pour nous, nuit à notre croissance, et la Chine, par le très bas niveau des coûts salariaux horaires qu'il prévoit sur son territoire,
pèse sur la formation des salaires réels dans le reste du monde, et il y a maintenant une insuffisance de masse salariale dans le monde pour constituer un débouché valable et dynamique dans le monde. Au total, la croissance mondiale depuis 2011 évolue à 2,5%. On a les matières premières qui s'effondrent, on a un risque de déflation qui maintenant arrive et qui risque de compliquer encore l'évolution des dettes publiques dans les différents pays. Et donc on voit bien que la crise est en fait, enfin que le responsable de la crise c'est la Chine. Enfin, je terminerai par ça. Nous disions-nous que la Chine avait sans doute déjà un PIB proche de celui des États-Unis en 2011, lorsque nous avons sorti notre livre, eh bien, on nous disait pas du tout, ce sera en 2050 ou au plus tôt en 2030 que la Chine que le PIB chinois rejoindra le PIB américain. Et en fait, dès 2014, c'est maintenant chose faite. Le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, la Chine, tout le monde reconnaît que la Chine vient de dépasser en 2014 le PIB américain, et tout indique que l'écart va désormais se creuser entre un PIB chinois toujours dynamique à 7% l'an et un PIB américain qui progresse péniblement et poussivement à 2,5% l'an.